la France, puissance nucléaire. Regardez l'image. C'est cet exercice poker. L'armée de l'air française a simulé hier un raid nucléaire avec des rafales, l'opération Poker, extrêmement proche de la situation réelle, avec ces rafales volant à basse altitude. C'est la simulation d'une opération avec des armes nucléaires pour aller dans un territoire ennemi. Et on a en direct avec nous ce soir Étienne Marcus, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, témoin du raid. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous ce soir en direct. Merci à vous de me recevoir. Voilà, et les images qu'on va voir sont vos images, en tout cas en très grande partie, je crois. Hein. Regardez les images, qu'on comprenne bien d'ailleurs. Dites-nous d'ailleurs peut-être dans quelles circonstances vous les avez prises, Étienne Marcus. Alors, en gros, on savait depuis quelques jours qu'il allait y avoir cet exercice grâce aux zones restreintes à la circulation aérienne. Et donc, ce qui m'a permis de définir à peu près où il pourrait passer et donc de mettre sur une colline et d'attendre le passage du raid lorsqu'ils sont rentrés dans la zone d'exercice. C'est très beau comme photo. Voilà. En tout cas, votre sens artistique est salué par... mais je ne suis pas sûr que ce soit le... Quoique, évidemment, ces images sont faites pour être vues à Moscou. C'est ça le but. Oui, c'est de la communication, c'est de la bonne communication. On communique sur quelque chose dont on ne parle jamais, généralement. Hein. Donc, c'est un message qu'on envoie un peu à tout le monde. On envoie ça aux Russes, bien sûr. On envoie ça aussi aux autres Européens, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de discours qui ont été faits par le président sur d'éventuelles propositions d'élargissement. Aux Américains aussi, pour montrer qu'on existe. Donc, il y a une volonté de communication. Et on sait très bien faire ça. Et les aviateurs font un raid de jours avec photographes à l'endroit presque magnifiquement posté, hein, pour ces belles images. Donc oui, c'est une très bonne communication de puissance dotée. Il faut bien préciser les étapes de cette opération. D'abord, il y a le décollage des avions dans plusieurs bases aériennes du pays vers la Bretagne et ravitaillement des appareils en l'air. Pourquoi cet exercice-là ? Oui, alors, évidemment, les Rafales doivent aller loin, ils sont chargés avec leurs missiles SMP, et puis ils doivent donc ravitailler en vol. Donc là, l'exercice, c'était un certain nombre de ravitailleurs qui allaient se positionner au-dessus de la Bretagne pour simuler le départ de l'exercice. Donc un déravitaillement, ils décollent, ils vont ravitailler, et ensuite ils font une pénétration avec les Rafales qui sont équipés, plus des Rafales d'accompagnement qui sont chargés d'ouvrir le passage parce qu'il y a du On ravitaille parce que le décollage bouffe beaucoup de carburant. Et donc, une fois que vous êtes en l'air, vous êtes en l'air. Et alors là, on fait le plein, et après, la mission, on va voler en haute altitude où on consomme le moins de carburant, et ensuite, on va aller en rase-motte, pratiquement, pour échapper au radar de l'ennemi et faire cette frappe nucléaire qui est, pour les avions Rafale français, ce qu'on appelle la frappe de dernier avertissement. C'est pas l'ultime stade. Hein. L'ultime stade, ce sont les missiles qui sont dans les sous-marins lanceurs d'engins. Qu'on comprenne bien, la carte qu'on voit ici, donc ce serait une simulation pour aller en territoire ennemi. Donc on utilise le territoire français parce qu'évidemment, quand même, on ne peut pas aller trop loin dans l'exercice, mais l'idée, c'est vraiment on simule une opération en territoire ennemi. Un raid nucléaire en l'occurrence. Étienne Marcus, là, qu'on a en direct et dont je salue, mais vraiment sincèrement le travail qu'il fait en ligne, notamment via son compte Twitter, que je consulte régulièrement parce que c'est une matière qui est très sensible et qui ne souffre pas l'approximation et qui a pris, et on en parle souvent autour de ce plateau depuis maintenant, j'allais dire 3 ans, une dimension de la plus haute importance, puisque c'est un élément central de notre capacité de dissuasion. L'exercice n'est pas rarissime puisqu'il se tient 4 fois par an, il est quadriannuel. En revanche, ce qui est rare, c'est qu'il est fait là de manière diurne. Pour 2 raisons, expliquait tout à l'heure Étienne Marcus. D'abord parce qu'il s'entraîne beaucoup de nuit, mais voler de jour, ça présente d'autres défis, celui d'être repérable à l'œil nu par l'ennemi. Mais ensuite, c'est, entre guillemets, ce que l'on appelle du signalement stratégique. L'élément ravitailleur, c'est aussi pour montrer qu'on a une vraie allonge, que ces avions peuvent aller très loin. Donc on a les capacités de les ravitailler en l'air. Après, ce qui est de la plus haute importance, et j'enfonce une porte ouverte en disant cela, c'est que l'exercice soit réussi. Parce que ça s'adresse évidemment aux Français, qu'ils soient rassurés. Les forces aériennes stratégiques ont cette capacité opérationnelle, elles sont fiables. Mais là, pardon, quel est le critère là ? Comment est-ce qu'on sait si c'est réussi ou non ? Alors, c'est une très très bonne question, et moi je vais vous y répondre. Merci. Les derniers à avoir échoué,
notamment dans ce domaine, ce sont entre autres les Nord-Coréens. Et comment est-ce qu'on le sait ? Pas parce que les Nord-Coréens, eux, communiquent sur leurs échecs, mais parce qu'on observe. Et qui observe ce que les Français sont en train de faire ? Oui, nos amis, nos alliés, nos partenaires, mais nos ennemis aussi. Et je peux vous garantir que si cet exercice il était raté, on aurait Soloviev ou autre qui le ferait remarquer avec images, cartes. Et au passage, nous faisons une petite publicité quand même pour nos alliés et nos amis européens pour arrêter d'acheter des F-35 où vous n'avez pas toutes les manettes parce que les Américains peuvent les bloquer, pas tous les radars, pas tous les machins. Achetez des Rafales, voilà. C'est un excellent avion. Achetez un Rafale, voilà. 3 pour le prix de 2. Regardez, Étienne Marcus, attendez, juste la parole à Étienne Marcus sur ce qu'on vient de dire, parce que je sais que vous vouliez réagir. D'abord, il faut préciser, vous n'êtes pas communicant officiel de l'armée, c'est vraiment des photos que vous avez prises de votre propre chef, vous n'êtes pas un agent caché des armées. Exactement. Alors, je suis un ancien des armées, mais je n'ai aucun lien officiel avec le gouvernement français. Donc, c'est justement parce que je travaille sur ces questions-là que j'ai pu déterminer un lieu de passage probable du raid, mais je n'avais aucune certitude qu'il passerait. Donc voilà, effectivement, je n'ai aucun lien. Ce ne sont pas des photos officielles. Concernant les tirs et la réussite de l'exercice, alors effectivement, là, l'objectif de cet exercice, c'est d'atteindre un point de tir en fait, il y a un certain nombre de Rafales qui sont porteurs de l'arme nucléaire, enfin de maquettes, qui doivent atteindre des points de tir. Donc, le but, ils ont face à eux une force adverse qui va les empêcher, enfin essayer en tout cas de les empêcher d'atteindre ces points de tir. Donc, c'est comme ça que va être déterminée la réussite ou non de l'exercice. Et ça, c'est vraiment gardé en interne. On ne saura jamais le vrai résultat, même si il est très bon à ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a d'autres avions qui ont volé donc est-ce qu'on a fait voler des intercepteurs du Rafale porteur de l'arme nucléaire française? En fait, des plastrons, quoi. C'est une quarantaine d'appareils qui sont engagés sur cet exercice, enfin cette opération. Il y a une partie qui est dédiée au raid, au raid nucléaire, et ensuite il y a une partie qui est dédiée justement au raid, mais c'est les adversaires, donc le terme anglais, c'est les raids, les rouges, et c'est composé de chasseurs, mais aussi de batteries de défense antiaérienne. Donc il y a vraiment un dispositif. Le but, c'est de simuler au plus proche les conditions réelles d'engagement du raid. Donc on va vraiment mettre ce qu'il y a de mieux en termes technologiques face aux forces aériennes stratégiques pour qu'elles s'entraînent dans des conditions les plus réelles. Pour ce qui est des tirs, parce que régulièrement on procède à des tirs de vrais missiles, c'est ce qu'on appelle un TEF, tir d'évaluation des forces, il me semble. Ça se déroule à peu près tous les 18 mois. Le dernier a eu lieu l'an dernier, en 2024. Et donc là, c'est la même chose, on simule un raid avec un nombre plus limité d'appareils qui va cette fois-ci terminer son parcours vers Biscarrosse, donc dans les Landes, et ils vont tirer un missile, cette fois-ci un vrai missile sans sa charge nucléaire, au-dessus de l'Atlantique pour montrer que le missile fonctionne, pour déjà collecter des données, pour s'assurer qu'il vieillit bien, etc., mais aussi pour montrer aux adversaires que le missile fonctionne pour de vrai. Étienne Marcus, on est quand même très impressionné de la simultanéité, c'est-à-dire en quelques heures, les messages à l'égard de la Russie, alors même s'il y a une part qui est prévue dans le calendrier, d'abord l'exercice de jour, alors que ça ne se faisait pas d'habitude comme ça, le soir même, enfin la veille, des déclarations très fermes, très dures même d'Emmanuel Macron contre la Russie, ce soir à l'Élysée. Oui, tout à fait. C'est effectivement un signalement stratégique. Alors, vis-à-vis des Russes, bien évidemment, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de nos bombinettes et de tourner en dérision le nombre d'ogives françaises par rapport aux leurs, alors que la doctrine française, c'est la stricte suffisance. Et donc, montrer qu'on a du matériel bien entraîné et qu'on est dans l'excellence, je pense que c'est important vis-à-vis des Russes, mais vis-à-vis des Américains aussi, parce que souvenez-vous de ce que disait J.D. Vance sur les Européens qui sont incapables de rien faire sur le plan militaire. Il a dû s'excuser quand même en reconnaissant que les Britanniques et les Français avaient participé à des opérations. Mais je pense que c'est important pour cela. Et effectivement, d'ailleurs, je viens de m'abonner sur votre recommandation au compte Twitter de Étienne Marcus et je vois que Bruno Tertrais, qui a toujours l'esprit un peu caustique, dit qu'il faudrait faire un exercice comme ça au-dessus du Groenland. Parce qu'effectivement, ce serait un signal à l'égard des Américains. Expliquez-nous, si on prend la carte de l'Europe, parce que là, on vole, les Rafales volent sur le territoire français, dans le ciel français. Bon, c'est un exercice, mais
S'il fallait aller jusqu'en Russie, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est ça le dialogue stratégique qu'il est avec les Russes, ça veut dire que ces Rafales devraient traverser, en l'occurrence par exemple l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie par exemple, ou l'Ukraine, pour arriver jusqu'en Russie. C'est un tout autre vol. Tout autre vol, et puis il faut trouver un itinéraire qui évite, au moins qui évite d'une certaine façon d'être repéré trop vite. Donc généralement, c'est pas un seul raid qui est mené, mais plusieurs qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas du tout la même mission, de façon à leurrer un certain nombre de défenses. Et puis évidemment, c'est une analyse très précise de l'endroit où sont les radars potentiellement les plus puissants de l'adversaire pour trouver les bons passages. Là, on mesure quand même que c'est un autre défi. Non, parce que c'est un gros défi parce qu'il y a du brouillage, il y a du tir anti-radar avant. Enfin, il faut quand même percer. C'est pas une promenade c'est pas un vol normal, ça. Hein. C'est pas un vol classique Paris-Moscou dans l'ancien temps. Hein. C'est un vol un peu plus compliqué. Hein, donc, non, c'est une véritable opération qui est emmenée avec d'autres opérations qui sont menées simultanément, de façon à leurrer le plus longtemps possible l'adversaire sur la nature même des... Quel est le scénario ? C'est-à-dire, vous devez avoir un deuxième ravitaillement en vol dans une opération aussi importante pour aller jusqu'en Russie. Hein. Dans le stade d'un affrontement, on est à quel moment d'un affrontement, Étienne Marcuse ? Là, effectivement, alors déjà, il faut bien se rendre compte que si on engage ce raid, c'est qu'on est très très loin dans une crise. Comme le disait un des intervenants sur le plateau, le raid nucléaire, c'est le moyen privilégié pour adresser ce qu'on appelle un ultime avertissement à l'adversaire. C'est pour lui signaler qu'un cap a été franchi dans le conflit et qu'on s'apprête on passe sur le nucléaire. Donc là, on lui laisse une dernière chance avant des représailles massives en lui adressant un signal, signalant que le conflit a changé de nature. On va aller frapper une cible qui est soit symbolique en termes de pouvoir ou qui peut avoir un intérêt militaire ou économique, mais qui sera quand même assez isolée pour ne pas frapper les populations. Donc l'idée, c'est vraiment d'adresser un message puissant de détermination pour montrer que le chef de l'État est capable et a la volonté de défendre les intérêts vitaux de la nation. Ce qui serait important maintenant, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de la dimension européenne des intérêts vitaux. Comme on l'a dit, les Rafales qui décollent de France pour aller frapper un adversaire hypothétique, même si en ce moment, effectivement, l'adversaire c'est privilégié, c'est probablement la Russie, il faudra qu'ils transitent au-dessus de plusieurs pays alliés. Et c'est là où justement il y a un intérêt à impliquer plus nos partenaires sur ce type d'opération, puisqu'ils pourraient déjà possiblement mettre à disposition leur base aérienne pour que les Rafales aient moins de distance à parcourir, mais également ils pourraient escorter le raid nucléaire. C'est ce qui se fait. Hein. Là, la photo que l'on voit, c'est un des Rafales qui porte l'arme, mais il était escorté par d'autres chasseurs, et ces autres chasseurs qui assurent sa protection pourraient être fournis en partie par exemple, les Polonais, les Allemands ou les Suédois. Étienne Marcuse, merci infiniment d'avoir été avec nous, et bravo encore pour la qualité de vos photos. Je rappelle que Renaud Girard salue le sens esthétique de ces photos. Voilà, chacun est juge de la photo militaire. Et d'avoir été capable de les prendre. Merci beaucoup. Le ton, parce qu'il n'y a pas seulement... Alors, il y a les déclarations du président de la République ce soir, on va y revenir avec d'autres développements. Il y a évidemment ce qui est dit sur les troupes au sol, on va y revenir. Il y a cette démonstration de force. Et puis, il y a, dès le début de la semaine, la motivation du lundi. Regardez ce petit clip des armées. Comment se donner du courage le lundi. Ce n'est pas tout à fait classique que les armées communiquent de cette façon-là. Le porte-avions navigue en zone de menace drone de surface. Nous sommes au milieu de la mer Rouge, 50 nautiques des côtes, menace missile, menace drone de surface. Danger asymétrique, rouge, tire sur ordre. Reçu, rouge, tire sur ordre. Très clairement, ces dernières années, il y a eu un durcissement des rapports de force sur les mers, sur les océans, avec des actions très violentes qu'on ne connaissait pas depuis plusieurs dizaines d'années. Le sous-marin nucléaire d'attaque s'est tourné d'abord vers une seule mission, c'est le combat sous l'eau, en mer. 28 mètres, 27 mètres, 26 mètres.
groupe aéronaval, il apporte la capacité à tenir un grand espace maritime avec ses avions. Moi j'envoie très facilement mes Rafales à 1000 km du porte-avions pour faire des missions. La lutte contre le narcotrafic, c'est une confrontation des volontés. On va accepter un niveau d'exposition de nos marins peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on accepterait pour des missions plus classiques. Nous, l'avantage qu'on a, c'est 20 dernières années d'expérience opérationnelle qui nous ont façonnés. La marine protège la France, les Français et leurs intérêts de la plage au grand large. Avec la multiplication, la simultanéité des crises, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte. Voilà, vos réactions sur ce plateau. Hein. Il y a vraiment une volonté de réveiller les consciences qui est extrêmement forte. Alors certains disent, certains disent c'est trop, certains disent c'est une sorte de dramatisation. En fait, c'est justement ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse parce qu'en fait, c'est pas pour alerter les gens, pour les empêcher à dormir. Au contraire, c'est pour rassurer que la France est un pays doté qui possède une force suffisante pour protéger le pays et non seulement le pays lui-même, mais aussi ses alliés. Il y a quand même un sentiment d'urgence, pardon. Je ne sais pas si on peut compter le nombre de réunions qu'il y a eu depuis la fameuse scène Zelensky, Trump, Vance dans le bureau de la Maison-Blanche. Ouais. Ça doit être une dizaine de réunions avec des chefs d'État et de gouvernement à Londres, à Paris. Il y a eu des déplacements aussi de président Macron, du Premier ministre, dans les bases militaires. Ça sent quand même un sentiment d'extrême urgence, c'est très alarmé. Réaction tout à fait normale et je dirais que ce sont des messages très pédagogiques. Il faut faire de la pédagogie parce que les Français doivent avoir conscience qu'ils sont protégés, que leur armée, c'est une armée puissante, forte, une des rares armées vraiment ouvertement dotée. Donc c'est pour donner cette fierté et aussi monter cet peut-être esprit de patriotisme pour dire allez, réunissons-nous, soyons fiers, soyons forts et moi je regarde ça avec beaucoup d'admiration. Est-ce qu'il y a un retard? Tout à l'heure sur ce plateau, Pierre Serment disait on doit rattraper 20 ans d'insouciance. 20 ans d'insouciance à rattraper. C'est pas une alarme au sens français ou au sens sonner l'alarme dans le champ des partisans. C'est une alarme au sens anglais, c'est-à-dire un réveil. Je pense que le gouvernement peut réveiller le corps social français en disant on a un problème, on vit dans un monde beaucoup plus dangereux qu'avant. C'est ce que le président de la République appelle un changement d'air et on a une armée qui n'est pas adaptée en armement, en troupes, à ce monde qui est beaucoup plus dangereux qu'avant. C'est aussi simple que ça. C'est réveiller la nation, à mon avis. Oui, c'est développer l'esprit de défense, effectivement, en France, et puis préparer à des arbitrages très difficiles sur le plan budgétaire. C'est de cela qu'il s'agit. Regardez, voilà. Sylvie Bermann nous ramène à des vérités un peu plus concrètes. Elle a raison. C'est bien. Depuis 20 ans, les armées couraient après des islamistes, quelque part dans le Sahel ou au Moyen-Orient, etc. Donc des vraies opérations militaires. Mais on n'était pas dans cette perspective d'une guerre haute intensité. Donc on change complètement de modèle. Alors il y a plusieurs messages dans ce clip. Hein. Il y a aussi montrer sa force pour pas avoir à s'en servir. C'est un vieil adage, mais qui fonctionne toujours très bien. Il y a aussi un appel à la nature des vecteurs. On voit que ce ne sont pas simplement quelques mitrailleuses et quelques jeeps blindés. Hein. Il s'agit d'autre chose. Il y a aussi évidemment quelque chose d'assez important, c'est montrer tous ces jeunes qui sont dans nos armées. Parce que globalement, si on veut d'abord nourrir l'armée actuelle, mais même monter un peu en volume, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de jeunes qui rentrent, qui se préparent à servir. Eh ben justement, il y a un sondage paru tout récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui m'a vraiment frappé, réalisé par Opinionway auprès d'à peu près un millier de jeunes entre, je crois, 18 et 30 ans. Est-ce que vous savez combien d'entre eux sont prêts à s'engager demain s'il y a un conflit en France? C'était une proportion très importante. 1 sur 2. Oui, c'est ça. 50%. Donc la nation, elle est réveillée.